Bonjour à toute la communauté de Télé-École, à vous qui nous suivez ici au Sénégal et partout dans le monde, nous vous souhaitons la bienvenue. Alors pour cette nouvelle année, nous vous proposons un grand plateau télé autour de l'éducation. Chaque mois, nous nous retrouverons donc autour de ce même plateau pour la grande question de l'éducation. Alors pour ce premier numéro, nous nous sommes posé une question après le bac. Point d'interrogation. Et oui, ce fameux bac pour lequel nous avons passé 6 ans au primaire, 4 ans au collège, 3 ans au lycée. Le jour des résultats, certains sont tombés dans les pommes, d'autres ont poussé un ouf de soulagement. Dans tous les cas, obtenir ce diplôme concrétise la fin d'un long et tortueux parcours scolaire. Une fois cette étape franchie, que faire? Les élèves sont-ils vraiment préparés à la suite? Quelles offres se présentent à eux? Comment sont-ils orientés? Nous discuterons de tous ces points avec Madame Madji Guensar, psychologue conseiller, responsable du bureau information, orientation et conseil du Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle du ministère de l'Éducation nationale. Bonjour Madame Madji Guensar. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Anita, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Est-ce que vous pouvez nous décrire les missions du bureau dont vous êtes responsable, s'il vous plaît? Alors, peut-être plus globalement, les missions même du Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle, parce que c'est un tout. C'est un service d'orientation scolaire et professionnelle, comme vous l'avez si bien dit, du ministère de l'Éducation nationale, qui a en charge tout ce qui est suivi global de l'élève, suivi global de l'élève tout au long de sa scolarité, qui a également pour mission la recherche de solutions aux problèmes d'inadaptation, qui a également pour mission l'éclairage des choix grâce à une large information à tous les niveaux sur les métiers, sur les professions, n'est-ce pas, accessibles, mais également de contribuer à l'évaluation objective du système éducatif, entre autres missions, en tout cas qui lui ont été assignées par la loi d'orientation 91-22 de l'éducation. Très bien. Et nous avons avec nous mademoiselle Khadija Diallo, élève au lycée Seydou Nourou Tall. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu sur vous? Bonjour, je m'appelle Khadija Diallo, je suis élève en classe de première S1 au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Par ailleurs, je suis aussi coordinatrice de l'organisation Girls for Mining, qui est une organisation qui a pour but d'inciter les jeunes filles dans les filières scientifiques et les aider à préparer leur métier futur. Et ça, c'est à travers des activités de sensibilisation, des formations, mentoring, découverte, etc. Donc vous êtes à 1 an du bac? Oui. Et à côté de vous, vous avez quelqu'un qui a déjà son bac, Monsieur Raymond Préra, qui est étudiant à l'Université virtuelle du Sénégal. Et en parallèle, je pense que vous êtes étudiant aussi à Iman. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Raymond Philippe Préra. Je suis étudiant à l'Université virtuelle du Sénégal en sciences juridiques et en même temps étudiant à Iman, d'où je fais un tronc commun de la licence 1 en relations internationales, en sciences politiques et en droit des affaires. Merci. Et avec nous, M. Djibril Diédiou, qui lui est déjà dans le monde professionnel. Oui, on est dans le milieu professionnel. Et quand on dit milieu professionnel, c'est toute une prédisposition à mettre en œuvre pour un bon choix et tout ce qui se passe aussi dans le milieu professionnel. On aura toute la latitude d'en parler aujourd'hui sur ce plateau. Merci bien. Alors, j'ai avec moi sur ce plateau mes 2 co-présentateurs. J'ai à ma gauche Mariette, à ma droite j'ai Bamba. Et on va commencer directement avec Mariette. Je pense que vous êtes rendue à l'université Cheikh Anta Diop avec vos équipes pour aller à la rencontre de quelques étudiants. Oui, en effet, Anita, notre équipe s'est rendue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour poser quelques questions aux étudiants par rapport aux choix effectués avant et après le bac. Je vous propose de suivre les reportages. Ils sont au micro de Moussa Ndao. Donc la question que je voudrais vous poser est, avant le bac, est-ce que vous êtes préparé par rapport au choix qui doit être effectué après le bac? Alors, personnellement, je m'étais préparé parce qu'en classe de 3e, je disais que if they speak alike, if they speak don't like, I will be an Englishman. Que ça plaise l'anglophone ou pas, je serai un anglophone. Alors, j'ai fait autant d'efforts qu'il fallait, autant de sacrifices qu'il fallait pour juste réaliser mes rêves. Parce que l'anglais était une passion. Et il faut toujours faire de sa passion son métier et de son métier sa passion. Donc, je me suis demandé qu'est-ce que je dois faire pour réaliser ce rêve. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mon leitmotiv. Mais après le bac, il y a des choses que l'on ne peut pas prévoir. On peut en fait penser avoir maîtrisé la situation. Mais après le bac, personnellement,
quand je suis venu à l'université, j'étais ébahi. J'étais un peu perturbé parce que l'environnement n'est pas pareil à l'environnement en fait, dont j'étais accoutumé. Alors, il m'a fallu un peu de temps pour pouvoir m'insérer, pouvoir intégrer. Mais après le bac, une fois on est orienté à l'université Cheikh Anta Diop et qu'on n'a pas exactement les moyens qu'il faut pour survivre ou pour faire face à cette situation, ça devient un peu compliqué. Bonjour tout le monde, je me nomme Mohamed Lamine Sarr, je suis étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à la faculté des sciences juridiques et politiques, communément appelée la fac de droit. Donc la question que je voudrais vous poser est, avant le bac, est-ce que vous êtes préparé par rapport au choix qui doit être effectué après le bac? Oui, décidément, on m'a encadré par rapport au choix parce qu'on m'a montré les enjeux par rapport au choix que je devais faire parce que ça aurait impacté par rapport à mon cursus, mais plus précisément et de manière beaucoup plus péremptoire à mon insertion sociale et que j'ai compris l'enjeu et qu'il y avait des aînés qui m'avaient encadré par rapport à cela. Est-ce que le choix effectué n'a pas été un regret? Le choix n'a jamais été un regret. Parce que je l'ai dit tantôt, si on fait de sa passion, il faut faire de sa passion son métier et de son métier sa passion. Donc l'anglais était ma passion, j'essaie d'en faire mon métier. En aucun cas, j'ai le regret parce que c'était un travail de longue haleine et que tout au début, j'avais choisi d'être dans une autre faculté. Mais au fur et à mesure que je vois les débouchés qui sont là et qui sont un peu conformes avec ma personnalité, je me suis dit que c'est ici ma place. Arrivé à la faculté, au département d'anglais, est-ce qu'on vous a informé des prédispositions qu'il faut pour faire l'anglais? Est-ce qu'on vous a parlé aussi de l'aboutissement du choix d'anglais en tant qu'étudiant? Oui, ça a été fait parce que je m'en souviens, notre première classe, on a fait ce qu'on ne faisait pas un cours ou amphi d'entrée, on l'appelle ainsi, juste pour expliquer aux étudiants comment marche l'université. Parce que l'université a aussi ses réalités. Donc il faut mettre au parfum ces étudiants, les expliquer exactement les réalités de l'université Cheikh Anta Diop, les expliquer exactement comment faire pour avancer. Parce qu'on a besoin de 30 crédits et chaque crédit est réparti par UE. Alors, ils nous ont mis au parfum, ils nous ont expliqué exactement ce qu'on devait faire et ce qui nous attendait. Oui, je peux dire qu'il y a des mesures d'accompagnement, mais ces mesures-là sont intervenues en amont. Parce que dès lors de notre présence ici à la faculté, on nous a présenté des cours de méthodologie à travers cela, les professeurs nous expliquent comment ça se passe ici à la fac et les débouchés sur lesquels on peut être appelé. Alors, je vous remercie Mariette. Et au vu de ces témoignages, en fait, il y a deux mots très forts qui sont ressortis et que j'ai retenus. Il y a un des étudiants qui dit « Quand je suis arrivée à la faculté, j'étais ébahie, j'étais perturbée ». Et du coup, je me demandais, Madame Madigensa, d'après vous, est-ce que les élèves sont suffisamment préparés à la réalité des études post-bac? Quelles sont les mesures qui sont mises en place justement pour les préparer à la suite? Alors, dire que les élèves sont tous véritablement bien préparés au choix post-bac, je ne saurais le dire, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un dispositif, en tout cas, qui est mis en place par l'État, en tout cas par le ministère de l'Éducation nationale, pour effectivement, en tout cas, participer, contribuer à cette préparation-là au choix post-bac. Est-ce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nos structures d'orientation, au-delà du CNOSP, qui est le niveau central, on est présent un peu partout sur le territoire. On est présent dans toutes les académies. On a un centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle, communément appelé CAOSP. Et c'est le travail de ces CAOSP-là, en tout cas, une partie de leur travail consiste surtout à ce travail de préparation. Quand je parle de travail de préparation, c'est d'abord une information sur l'offre de formation disponible, sur un peu les conditions d'accès et d'études dans les institutions supérieures, mais également la préparation au projet, qui reste quand même très important. Il est important que les élèves aujourd'hui sachent se mettre en projet, puissent engager des démarches de projets personnels et professionnels. Et je pense que c'est dans le cadre de cette démarche de projet-là qu'ils auront tous les outils nécessaires, les rudiments, n'est-ce pas, qui les prépareront à la vie, effectivement, au sein de l'université. Parce que, autre chose qu'il faut savoir, c'est que
nous sommes une structure qui dépend du ministère de l'Éducation nationale. Maintenant, l'orientation scolaire et professionnelle est telle que on ne peut pas aujourd'hui la limiter. Par exemple, suivant l'âge, suivant le niveau d'évolution ou la situation socio-professionnelle de l'individu. On aurait pu dire, ou c'est en général ce qui se passe, que c'est une structure du ministère de l'Éducation nationale. Et une fois que l'élève a le bac, on va dire qu'il n'est plus du ressort du ministère de l'Éducation nationale, il passe sous la tutelle d'un autre ministère. Mais en orientation scolaire et professionnelle, elle est tellement transversale que même pour caricaturer de manière très grossière, on a l'habitude de dire que l'orientation scolaire et professionnelle, c'est du berceau à la tombe, comme pour dire qu'elle traverse tous les âges de la vie et qu'elle concerne un peu tout le monde à tout moment de sa vie, peut également être concernée par des questions d'orientation. C'est pourquoi nous les accompagnons effectivement et plus précisément dans le cadre de l'élaboration de leurs projets personnels et professionnels. Alors, c'est l'occasion de demander à Khadija, qui n'a pas encore son bac, qui est en première, qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie? Est-ce que vous avez déjà des choix d'orientation? Comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours été intéressée par les filières scientifiques, tout ce qui est en rapport avec l'ingénierie, l'architecture, tout ce qui est construction, j'ai toujours aimé. Au fil du temps, je suis perdue parce que à chaque fois que je fais des recherches, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, des vlogs, des personnes qui sont dans des universités qui disent souvent qu'au début, ils voulaient faire ceci, engineering par exemple, architecture, etc. Et qu'au final, ils ont changé parce que ça n'allait pas avec... ils ont changé parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas réellement ce qu'elles veulent faire. Et donc, moi aussi, je me demande, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Et à part ça, qu'est-ce qu'il y a? Mais est-ce qu'au niveau de votre école, vous avez déjà eu à rencontrer, par exemple, un conseiller d'orientation? Est-ce que vous avez quelqu'un avec qui discuter de ça? Non, pas directement. Parfois, il y a d'autres structures qui nous invitent pour nous expliquer un peu comment ça se passe après le bac, mais pas l'école en tant que telle. Donc en ce moment, vous êtes un peu dans un flou. Vous savez que vous voulez faire un métier dans les filières scientifiques, mais vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire. Et vous, Rémo, comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous orienter vers le droit? Depuis tout petit, j'ai toujours pensé à faire le droit parce que je m'y trouve dedans. C'est mon affaire. Et après, je savais que lorsque j'aurai mon BFM, si je passe en série L, j'ai plus de chances de faire le droit. Raison pour laquelle j'ai tout le temps travaillé. Et par la grâce de Dieu, on m'a orienté en sciences juridiques à l'Université virtuelle du Sénégal. D'accord. On vous a orienté à l'Université virtuelle du Sénégal. Ça veut dire que ce n'était pas forcément votre choix. Quel était votre premier choix? Effectivement, mon premier choix, c'était d'aller à l'UGB. Puis, si cette chose-là ne passait pas, qu'on puisse m'orienter à l'UCAD. Mais malheureusement, je fais partie parmi les nombreux étudiants qu'on a orientés à l'UVS. Et comment ça se passe actuellement à l'UVS? Est-ce que vous êtes satisfait malgré le fait que ça n'ait pas été votre premier choix? Bon, a priori, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai vu là-bas parce que c'est toujours difficile de s'y rendre d'abord par rapport aux moyens de transport. Et puis, arriver à l'ENO de Keur Massar, il y a tout un tas de problèmes parce que nous sommes tellement pléthoriques que c'est difficile d'entrer même pour faire cours. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas débuté nos cours de sciences juridiques parce qu'on est en train de faire des cours de tronc commun en leadership, en informatique et en développement personnel. Donc, Madame Madjigensa, c'est justement une question que beaucoup de personnes se posent. Comment se passe l'orientation après le bac? Parce que j'ai entendu parfois des étudiants dire qu'ils avaient comme premier choix d'aller en faculté de sciences juridiques. Ils ont été orientés en géographie. Là, par exemple, ils veulent être orientés au niveau de la faculté de Gaston Berger ou de Cheikh Anta Diop. On l'oriente à l'UVS. Comment se passe en fait cette orientation après le bac, le processus d'orientation? Alors, sur le processus d'orientation, je vais peut-être vous décevoir parce que c'est une question en fait qu'on ne maîtrise pas parce que c'est une question, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ne gère pas. En fait, l'orientation après le bac des bacheliers n'est pas faite par le Centre national ou les structures d'orientation qui dépendent du centre. C'est fait par le ministère de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, une fois que l'élève a le bac, il sort carrément du ressort et peut-être de la responsabilité entre guillemets du ministère de l'Éducation. Il est géré par
par un autre ministère. Donc il y a une cassure radicale. Voilà, c'est un peu ça, il faut le dire. C'est un peu ça parce que je pense que c'est au niveau de la direction générale de l'enseignement supérieur que la plateforme est gérée, Campus N, qui un peu depuis quelques années se charge d'un peu de la répartition des élèves, de la gestion des flux, en tout cas entrant dans les universités publiques sénégalaises. Mais en fait, ce que je voudrais juste dire à propos si vous permettez, à propos des deux interventions, surtout de monsieur Raymond, qui disait qu'en fait, le choix, je pense que c'est pas, il a dit malheureusement que j'ai été orientée. Je ne sais pas pourquoi il a dit malheureusement. Peut-être c'est lié au fait que ce n'était pas son premier choix. On peut le comprendre. Il aurait préféré. Mais je me dis toujours qu'il faut garder quand même en tête que le choix d'études, il peut être beaucoup plus important. Ça dépend de ce qui est important pour l'individu. Parce que quand même, ce qui est important ou plus important pour l'un peut ne pas l'être forcément pour une autre personne. En fait, je pense qu'il a surtout dit malheureusement parce qu'actuellement, au niveau de l'UVS, il n'est pas satisfait de la conduite des cours. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'en parallèle, vous avez dû vous inscrire dans une formation privée pour un peu sécuriser son parcours scolaire parce que je pense que vous êtes dans une certaine insécurité vu que les cours ne se déroulent pas comme vous souhaiteriez. Effectivement, c'est ça, parce qu'à l'université virtuelle, nous sommes la 7e promotion. Et d'après nos aînés, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est toujours difficile d'être étudiant à l'UVS, parce que vu les conditions qu'ils nous présentent, ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Raison pour laquelle je me suis inscrit à Iman, parce que là-bas, au moins, j'aurai une formation. Et à la sortie de ma formation, je pourrais faire autre chose. Maintenant, si on m'avait dès le début orienté, par exemple, à l'UGB ou bien à l'UCAT, je ne vais surtout pas m'inscrire à l'Iman. D'autant plus que Iman, vous ne faites pas là-bas de droit, alors que vous voulez être avocat. C'est ça finalement. Donc vous êtes en train de faire une formation qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous voulez pratiquer plus tard. Et l'étudiant tout à l'heure avait dit quoi? Il faut vivre de sa passion. Mais est-ce qu'aujourd'hui le système permet aux étudiants, aux futurs étudiants de concrétiser leurs rêves? Est-ce qu'aujourd'hui, Khadija, quand vous entendez ça, vous vous sentez en sécurité après le bac pour poursuivre vos études ici au Sénégal? Quand j'entends le fait qu'on n'a pas toujours le choix par rapport aux orientations, que lorsqu'on nous dit que vous devez aller là, donc c'est forcé, vous y allez. Donc je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire toutes ces préparations puisque de toute façon, je n'aurai pas le choix. Donc j'aurai qu'à écouter ce qu'on aura à me dire et attendre les orientations et après suivre puisque je n'ai pas le choix. Ça, c'est triste, à la limite, c'est presque défaitiste. je veux dire que quand même, l'élève, il a un rêve dans sa tête, il bâtit tout son cursus scolaire sur ça, pour ensuite être contraint de faire quelque chose qu'il n'avait pas forcément envie de faire. Et est-ce que le fait d'être mal orienté n'est pas un facteur qui va favoriser l'échec finalement dans les études? Et aujourd'hui, pour vous qui êtes déjà dans le milieu professionnel, est-ce que vous ne pensez pas que ça a une incidence même après sur les futurs employés que vous aurez, sur le niveau de leurs compétences? Oui, il faut d'abord reconnaître que le monde du travail est totalement différent du monde de l'école. Oui, parce qu'en réalité, aujourd'hui, nombreux sont ces professionnels qui ont fait une reconversion dans la formation qu'ils ont reçue à la base. D'où l'importance aujourd'hui d'adapter son projet professionnel par rapport à ce qu'on va trouver dans le milieu du travail. Parce que c'est important. Aujourd'hui, les élèves parlent de la problématique du choix. Parce que tout choix doit partir d'une liberté. Mais aujourd'hui, c'est la grande problématique qui se pose. Les élèves aujourd'hui ne sont pas libres dans leur choix. Ils ont envie de faire ça, mais ils ne peuvent pas le faire. Mais aussi, dans le milieu professionnel aussi, arrivés là-bas, ils veulent travailler dans un domaine. Mais alors que ce domaine, la personne qui est là-bas, c'est parce qu'il a une relation de copinage par rapport au directeur peut-être. Donc lui, quels que soient ses diplômes, quelles que soient ses aptitudes, il ne peut pas travailler au sein de l'entreprise comme voulu. Donc la personne-là sera obligée de s'adapter par rapport au travail qui lui sera attribué dans l'entreprise. Donc en ce moment, la personne vivra dans l'ambivalence parce que tu veux faire ça, en contrepartie, on te propose autre chose pour faire cela, qui n'a absolument rien à voir. En fait, vous ne faites plus quelque chose par vocation, mais vous le faites à la limite juste pour gagner votre vie. Ça devient un travail alimentaire.
Alors, vu qu'on parle de choix, du coup, nous avons permis aux internautes de poser des questions pour qu'on puisse les restituer ici sur le plateau. Et je pense que, Mariette, vous avez un internaute qui avait une interrogation sur le manque de choix dans les filières technologiques. Justement, Anita, une question nous est posée par Khady Diop, étudiante à l'UCAD. Des élèves dans des séries technologiques ne trouvent un avenir dans leur domaine qu'en sortant du pays. Que vous inspire cela? Que vous inspire cela? Quand il dit qu'ils n'ont pas beaucoup de choix, en tout cas un choix aussi diversifié que les autres filières, il parle de l'enseignement supérieur peut-être notamment. Oui, voilà, c'est toujours au niveau de l'enseignement supérieur. Et du coup, voilà, c'est ça. Parce qu'à la limite, ça revient un peu au rôle des conseillers d'orientation au niveau des écoles. Peut-être que si les élèves avaient la possibilité de les rencontrer, qu'ils maîtrisaient un peu quelles sont les filières, ils pourraient discuter avec les élèves, voir quel est leur profil, voir quel est leur projet académique et leur dire peut-être voici la voie à prendre. Ah, ces filières n'existent pas ici. Donc, quel est le rôle aujourd'hui des conseillers d'orientation dans les écoles? C'est-à-dire, bon, là, d'accord, après le bac, ça dépend du ministère de l'enseignement supérieur, mais avant le bac, en fait, au niveau des écoles, les élèves sont censés être encadrés par qui et accompagnés par qui? C'est ça. En fait, même après le bac, quand même, ils continuent quand même à bénéficier des services d'orientation scolaire et professionnelle. Ça, il faut le dire. Maintenant, quand il s'agit d'orientation, quant à la gestion ou à la répartition des flux dans les universités, c'est un peu ça qui nous échappe parce que ce n'est pas sous notre responsabilité, ce n'est pas une chose que nous gérons. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas aujourd'hui se permettre, en tant que structure du ministère de l'Éducation nationale, de dire que l'élève a le bac, on n'a plus à faire avec lui. Non. Il continue quand même de bénéficier. Et la preuve, nous recevons, en tout cas les collègues qui sont dans les régions, qui reçoivent plus de visiteurs, de consultants, ils reçoivent beaucoup d'étudiants et beaucoup de bacheliers, en tout cas, qui viennent d'avoir le baccalauréat et qui ont besoin peut-être d'être éclairés quelque part sur des choix. Maintenant, par rapport à la question peut-être de l'internaute sur les filières techniques, ça c'est vrai, c'est une réalité quand même que l'offre de formation au niveau supérieur, pour les détenteurs d'un baccalauréat technique, il faut le dire, il n'est pas très présente et n'est pas très diversifiée. Maintenant, la chance qu'ils ont peut-être, eux, c'est que juste après le bac, parce qu'ils ont un bac technique limite professionnel, c'est-à-dire juste après le bac, ils sont opérationnels. Ils peuvent travailler dans des ateliers, ils peuvent s'engager dans l'entrepreneuriat et j'en vois de plus en plus qui, aujourd'hui, après le bac, commencent déjà à exercer. Même s'il y a quand même une offre, quoique limitée, vraiment limitée par rapport aux autres filières, c'est-à-dire littéraires et scientifiques, qui fait que maintenant, l'offre que les services d'orientation et nous, psychologues, conseillers, c'est-à-dire qu'il faut quand même reconnaître qu'on est en nombre assez plutôt insuffisant par rapport au nombre d'élèves et d'étudiants. Ça, c'est une réalité. Mais malgré ce nombre quelque peu limité, quand même, un travail est en train d'être fait au niveau, surtout des établissements publics maintenant. Parce qu'il faut dire quand même que nous intervenons, en tout cas de manière, comment je vais dire ça, de manière régulière dans les établissements, les lycées et les CM. Et le système est organisé de telle manière qu'il y a ce que l'on appelle des paliers d'orientation. C'est-à-dire c'est la classe de troisième, c'est la classe de terminale. Palier d'orientation, pourquoi? Parce que c'est des classes à l'issue desquelles l'élève est appelé à prendre une décision d'orientation. C'est-à-dire au niveau de la classe de troisième, à choisir une série, n'est-ce pas? Au niveau de la classe de terminale également, à choisir une filière de formation. Maintenant, les séances d'information que nous faisons dans les établissements publics, au niveau de ces paliers d'orientation, en général, pourtant, ces séances sont quand même faites au début de l'année, parce qu'effectivement, c'est au début de l'année qu'il faut faire ce travail d'information, parce que c'est à ce moment-là que les élèves ont besoin de savoir qu'est-ce qui est possible, on va dire le monde des possibles qui s'offre à eux, et comment ils peuvent se réajuster effectivement par rapport aux besoins et par rapport aux exigences, en tout cas, de ce qu'ils veulent faire plus tard, et pouvoir se réajuster s'ils doivent retravailler, par exemple, certaines matières, redoubler d'efforts dans certaines matières, se renforcer en termes de compétences et de capacités dans ces matières avant la fin de l'année, c'est-à-dire le moment de la décision d'orientation. Donc, en fait, on voit qu'au niveau du système même, c'est-à-dire dans le plan stratégique, les mesures qui ont été prises, vraiment, sont des mesures très correctes, mais dans les réalités, au sein des établissements, ça ne se passe... Oui, il y a encore beaucoup de travail à faire, ça ne se passe pas forcément, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a beaucoup de travail à faire et c'est ce qu'on a compris d'ailleurs, c'est pourquoi de plus en plus,
En plus de ces séances que nous faisons, que nous appelons séances d'information collective, qui servent surtout de prétexte parce qu'une séance ne peut pas suffire, on va dire, à aider de manière assez conséquente, en tout cas, l'élève à prendre une décision par rapport à une filière. C'est un prétexte, c'est pas, pour leur faire découvrir l'information, leur dire voilà les offres qui existent, voilà les possibles auxquels vous pouvez prétendre. Maintenant, si il y a des questionnements derrière, et naturellement, des questionnements, il y en aura. Maintenant, c'est le moment peut-être de se rapprocher des services d'orientation et de solliciter les services d'un psychologue conseiller d'orientation pour pouvoir vous aiguillonner par rapport à un certain nombre de réalités, par rapport à un certain nombre de choses. Maintenant, si vous permettez, je ne sais pas si... Oui, moi, la question que je voudrais poser par rapport à tout ça, après le bac, aussi, il faut qu'on note que le milieu éducatif est un peu triptyque. Bon, c'est au niveau de la classe, c'est au niveau de la maison, mais c'est aussi au niveau professionnel. Voilà. Mais au niveau de la maison, le parent aussi a un rôle à jouer dans le choix, dans le choix que doit effectuer. A recueilli, je pense. Vous avez recueilli une question d'un des internautes sur ça, sur l'influence des parents sur le choix des études. C'est vrai. Et tout à l'heure, elle a dit une phrase qui m'a vraiment touchée. Quand elle a parlé de berceau à la tombe, on a comme l'impression que les parents renoncent, peut-être parce qu'ils ne veulent pas aller à la tombe. Mais en tout cas, quand l'enfant a son bac, c'est comme s'il n'a plus de parents, on le considère comme quelqu'un de grand. Est-ce que ça veut dire qu'après le bac, le parent n'a plus d'impact sur la vie scolaire de son enfant ou pas? Question ouverte. Oui. En fait, moi, je dirais que le parent a un rôle très, très important dans tout ce qui est orientation scolaire et professionnelle. Parce que quand même, il ne faut pas perdre de vue que les parents, aujourd'hui, sont les principaux bailleurs, on va dire, de la formation des jeunes. Donc, ils ont quand même un mot à dire. Ils ont également un éclairage à apporter, une assistance à apporter également à l'élève. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière d'orientation, aujourd'hui, les paradigmes, en tout cas, prônent la centralité de l'élève. C'est-à-dire parce que c'est son projet. Le projet, il est avant tout personnel. Donc, c'est son projet à lui. Il y a des décisions, en fait, qui doivent revenir à l'élève. Maintenant, il a besoin de l'éclairage du parent, compte tenu de son expérience de vie, de son expérience peut-être professionnelle. Il peut apporter des conseils, il peut apporter un éclairage à l'élève, tout en sachant quand même que la décision finale, parce que il a sa personnalité à lui, il a ses intérêts, il a ses goûts, il a son projet qu'il veut réaliser. Et donc, c'est aussi important de lui laisser quand même le choix, de le placer au cœur et qu'il soit en tout cas auteur et acteur de son Et de tout orientation. cela dépendra son épanouissement personnel. Et professionnel. Mais Vous savez pourquoi tout à l'heure j'ai posé une question comme ça? Parce que je me rappelle quand on était par exemple en classe de BFM en 3e, on nous avait rendu une fiche où on devait remplir et il y a quelque part où le parent devrait remplir et donner son impression, son accord et quelque chose comme ça. Mais ce qu'on voit, c'est que à la fin, les élèves, ils ne rentrent pas à la maison avec les fiches. Donc, ils prennent les fiches. Là où le parent devrait écrire, ils deviennent leurs propres parents et donc mettent ce que le parent devrait mettre. On a comme l'impression que le parent n'est pas imprégné dans ce système éducatif-là. Et peut-être parce que la plupart des parents au Sénégal, on sait qu'ils sont analphabètes, d'autres ne savent même pas ce que leur enfant est en train de suivre à l'université. D'autres ont des enfants qui n'étudient plus à l'université, qui leur disent juste que maman, je vais à l'école. Mais il y a un manque d'accompagnement de la part de ces parents-là. Est-ce qu'on doit laisser les parents s'occuper de tout ce qui est baptême et mariage, ou bien est-ce qu'ils doivent avoir vraiment un impact dans la vie de ces élèves-là? non, mais c'est vrai. Et il y a aussi la catégorie des parents pour lesquels il n'existe que 2 séries, littéraires, scientifiques, de préférence scientifique. Et il existe 2 métiers, avocat ou médecin. Il y a même ce qu'on appelle le parent ou mbed. Quand tu fais une bêtise à l'école, le professeur te dit va m'appeler ton père, tu vas appeler un Djibril pour qu'il vienne dire que je suis de la famille, quoi. Juste parce qu'on a une certaine ressemblance. Le parent n'est pas écarté dans ce système-là. Okay. Pour étayer ce dont dit Bamba tout de suite, Federer disait que l'école n'est pas cette banane officine où on enseigne le b.a.-ba. Donc l'école, c'est toute une vie. Donc le parent doit jouer un rôle très prépondérant dans le processus de formation de son enfant. Un des enseignants-chercheurs disait que la formation s'acquiert dans le temps et le tas. Donc dans ce processus d'acquisition de savoir et de connaissances, donc l'enfant, à travers l'État, aura à s'agrandir pour être un citoyen modèle et accompli afin de faire face au marché de l'emploi. Et aussi, il est temps aujourd'hui que nos décideurs puissent mettre en place des connaissances transformatrices où l'apprenant
ne sera pas consommateur de ce qu'il va faire, mais d'autres plus proactifs pour essayer de créer de l'emploi, mais pas vivre dans l'inertie. Cela peut accroître le taux de chômage. Raison pour laquelle on doit aujourd'hui encourager l'entrepreneuriat. On doit accompagner les enfants dans des filières qui sont porteurs d'avenir, afin que notre pays puisse sortir de cette affaire dans laquelle il est, quoi. Oui. Et par rapport à ce qu'a dit Bamba, par rapport à ces fiches qu'il faut remplir et donner aux parents, parfois c'est parce que il y a ces élèves qui sont victimes des choix de leurs parents. Par exemple, lorsqu'on vit avec nos parents qui ont toujours rêvé de devenir médecin et que ça n'a pas été le cas, donc il faut à tout prix que ce soit le fils, voilà, ou bien la fille qui devienne médecin. Donc, même si ce n'est pas ce qu'on veut, on veut faire plaisir aux parents et donc suivre leurs rêves. Et donc, à la fin, on n'est pas motivé, on y va juste pour y aller, mais pas parce qu'on veut. Et donc, c'est aussi une raison pour laquelle il y a des étudiants qui quittent l'université, parce qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils font ce que les parents leur ont imposé. Et il y a aussi le fait qu'il y a les parents qui ont parfois, qui stigmatisent en fait certains métiers. C'est-à-dire que l'enfant a peut-être honte de dire à son parent qu'il veut être pâtissier ou qu'il veut être mécanicien ou footballeur. Ce sont des métiers, ou qui veut être coiffeur, esthéticienne. Ce sont des métiers peut-être qui n'ont pas suffisamment de prestige pour que ça puisse passer devant le parent. Et quelle est l'implication de vos parents dans vos études? Est-ce qu'ils sont impliqués? Est-ce qu'ils vous orientent dans vos choix de métiers futurs? Quelle est en fait l'implication de vos parents dans votre parcours scolaire? Souvent, je discute avec mes parents par rapport à cela. Mais comme d'habitude, c'est juste « Ah, attends, juste après le bac, tu es pressé ». C'est toujours la réponse. Tu es pressé, tu es pressé. Après le bac, tu auras le choix et c'est ça. Donc, pour eux, c'est pas maintenant qu'il faut préparer. Pour en ce moment, il faut juste être concentré à la classe et aux notes, avoir de bonnes notes parce qu'ils se disent après ça sera facile. Lorsque tu as de très bonnes notes, tu auras la bourse, etc. Alors que ce n'est pas aussi facile. Et donc il faut dès maintenant se préparer et bon, il faut se préparer. Et si on a le choix, aller vers les filières Oui, parce que c'est avant le bac qu'il faut se préparer. Parce qu'il y a certains concours pour de grandes écoles qui se font avant le bac, les recrutements, les préinscriptions, sous réserve du bac, exactement. Donc attendre après le bac, c'est déjà être en retard. Sauf que ce n'est pas tout le monde qui est au courant de cela. Certains... Ça revient, c'est ça, à l'information. Dans les réseaux sociaux, est-ce que l'éducation est traduite en une forme d'information qu'on donne à... Quel genre d'informations partageons-nous dans les plateformes? Est-ce que les étudiants aujourd'hui parlent éducation? En réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la limite, si les conseillers d'orientation, on voit qu'il y a un certain manquement, peut-être que les étudiants pourraient se constituer. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous aviez un groupe pour le leadership féminin. Ne faudrait-il pas prendre des initiatives au niveau des écoles en tant qu'étudiant, de pouvoir relayer ces informations-là, de pouvoir faire savoir aux étudiants qu'il existe certaines possibilités de bourse, des concours au niveau des ambassades? Peut-être que ça pourrait être une solution pour combler ce déficit. Oui, c'est même déjà l'un des buts, c'est d'aider les jeunes filles surtout à se préparer aux métiers futurs. Et ça aussi, c'est à travers des ateliers. On n'a pas encore démarré. Le projet a été le projet a été lancé il y a un mois. C'est quelque chose de très récent. Voilà, c'est très récent. Et donc, on est en train de préparer tout cela. Le but, c'est d'aller vers les écoles. Quelles sont les opportunités que vous pouvez avoir, à qui s'adresser, etc. Et quels sont les types de métiers que vous pouvez faire, qui pourront vous servir, surtout. C'est ça. Du coup, vous, Raymond, qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir devenir avocat? Est-ce que vos parents sont derrière ça ou est-ce que ça a été une décision totalement personnelle? Bon, moi, je dirais que je fais partie parmi ces nombreux étudiants dont leurs parents n'ont pas des études assez poussées, raison pour laquelle ça a été d'ordre personnel. Parce que depuis tout petit, j'ai pensé à faire le droit pour après ma formation professionnelle. Comment est-ce qu'un enfant sait c'est quoi le droit et dit je veux être avocat? Je veux dire, depuis tout petit, c'est quand vous étiez au primaire. Qu'est-ce qu'un enfant de 10 ans, 9 ans, 6 ans sait au droit? D'accord, je pense que ce qui m'a le plus motivé dès le bas âge, c'est que depuis tout petit, je regardais beaucoup de séries, des séries d'avocats, à l'image de Suits par exemple.
Raison pour laquelle ça a toujours posé un problème pour moi, parce que quand on parle d'université, je pense que c'est d'ordre d'abord physique. C'est-à-dire que le professeur, il est là, ou bien l'encadreur, il est là. Mais l'université virtuelle, si l'élève ne comprend pas ou bien n'a pas de base en matière d'informatique, d'abord l'élève devra poursuivre des formations en informatique pour après pouvoir comprendre ou savoir comment entrer dans la plateforme afin de récupérer tous ses cours, ses TD et consorts. Parce qu'il y a un Souleymane qui a dit qu'on ne lui a pas donné ses outils parce qu'il n'a pas fait les cours d'initiation à l'informatique, quelque chose comme ça. Donc on refuse les ordinateurs aux élèves qui n'ont pas une certaine maîtrise de l'informatique. Je dirais que ce qu'il vient de poser, c'est une interrogation assez importante parce que par exemple à l'ENO de Keur Massar, les responsables de l'université vous disent que si vous ne faites pas par exemple les cours d'informatique, vous n'allez pas avoir vos outils nécessaires. Maintenant, on suppose si l'élève n'a pas fait par exemple les cours d'informatique, il n'a pas ces outils nécessaires, c'est-à-dire la machine et consort pour se connecter. Cet élève-là, comment il va continuer ses études alors qu'il s'est inscrit dès le début, les 25 000 francs qu'on donne pour l'inscription pédagogique, si l'élève s'inscrit et en retour il n'a pas ses outils, comment il va continuer à faire ses cours? Ça, c'est une grande interrogation. D'autant plus que tout le monde n'est pas fait pour l'enseignement à distance, en fait. C'est-à-dire que suivant la personnalité de l'élève, il y a des gens qui ont besoin, en fait, effectivement, d'être dans une classe physique avec un professeur, parce que travail à distance, ça demande une certaine rigueur, ça demande une certaine volonté. Donc, il y a aussi cet aspect de la personnalité de la personne dans l'orientation. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte lorsqu'on oriente les élèves ou est-ce qu'on se contente juste de regarder leurs notes? Est-ce qu'on essaie de voir un peu, est-ce que leur personnalité peut coller à leur futur métier? Est-ce qu'on essaie un peu de leur faire un test de personnalité? Bon, pour le cas précis de l'orientation à l'UVS ou dans les autres universités, je ne sais pas si la personnalité et tous ces éléments-là sont pris en compte, franchement, mais en tout cas, ça devrait l'être. Et dans les écoles, les conseillers d'orientation, est-ce qu'ils essaient de discuter avec l'élève pour voir quelle est sa... Oui. C'est un travail qui est fait parce que quand même, c'est vrai que les notes sont importantes. C'est le système qui est ainsi fait, hein, qui donne quand même une certaine importance, une certaine primauté aux notes. Ils sont importants, mais d'autres aspects également devraient intervenir. Et je pense que c'est un travail, en tout cas, que nous efforçons de faire, d'établir, de mettre en place en ce qui concerne l'orientation en classe de seconde que nous gérons, parce que c'est des élèves qui quittent la classe de troisième pour aller en classe de seconde. Et nous essayons, en tout cas, tant bien que mal, de prendre en compte différents éléments, ce qui dépend de la personnalité, des intérêts et surtout de l'ambition professionnelle de l'élève. Bon, moi, je voudrais revenir un peu sur 2 points. Tantôt, Raymond a parlé de son choix. Il dit que son choix s'est adossé sur un contenu télévisé. Donc, c'est important aujourd'hui que nos décideurs puissent adopter des moyens qui pourront permettre aux apprenants de faire de très bons choix à travers la télévision. Parce que si aujourd'hui, si on se rappelle que Senghor a retardé l'avènement de la télévision au Sénégal, parce qu'il disait que la télévision représente la vitrine d'un pays. Et qu'aujourd'hui, à travers cette télévision, parce que la télévision peut avoir deux orientations, soit elle peut être d'ordre qui va illuminer la bêtise, valoriser la bêtise, ou soit pour vulgariser l'éducation. Donc il est temps que nos décideurs puissent donner des moyens et des dispositions aux télévisions, aux médias, pour qu'ils puissent impacter sur le choix des apprenants. Et aussi, tantôt, Khadija a parlé de notes. Il dit que souvent les parents s'inquiètent. Et tantôt, Khadija a parlé de notes. Elle dit que souvent les parents s'inquiètent aux notes que doit avoir l'enfant dans les salles de classe. Il faut qu'on accepte une chose, qu'il n'y a pas d'excellence scolaire sur le marché du travail. Oui, il faut qu'on accepte cela. Il n'y a pas d'excellence scolaire sur le marché du travail. Parce qu'aujourd'hui, nombreux sont ces gens qui étaient tellement brillants, mais après l'université, on ne les sent plus dans leur cursus scolaire. C'est vrai, et vice-versa. Il y a des gens qui étaient médiocres, qui ont eu un parcours scolaire très moyen et qui ont brillé à l'université. Raison pour laquelle aujourd'hui, ce que l'on doit penser, c'est de voir comment adopter un système éducatif qui va s'approprier des connaissances transformatrices, des connaissances beaucoup plus proactives qui vont pousser l'enfant vers l'exploration, vers la mise en œuvre de ses aptitudes, vers la créativité, vers l'innovation, afin qu'on ait une société prospère. Mais ici, est-ce que si on prend en compte le modèle de l'éducation, c'est propice à laisser justement l'enfant
avoir ce champ, cet espace de créativité, d'épanouissement. Parce qu'ici, en réalité, les parents ont tendance à très vite réfréner l'enfant dans ses décisions, et cela dès le plus bas âge. Oui, oui, parce que aussi, tantôt je le disais ici, le génie ne se trouve pas dans les classes parfois. Tu peux voir une personne très nulle alors que c'est un génie. Donc, raison pour laquelle les parents doivent laisser la latitude aux enfants de faire leur choix. Parce que tout choix repose sur une liberté. Et aujourd'hui, pour la réussite de ces objectifs, parfois, il faut que cela émane des envies de la personne. Quand la personne a envie d'une chose, pour réussir cela, ça devient facile. Parce qu'il y va avec ardeur. La personne y va avec amour afin d'atteindre ses objectifs. Mais comme vous l'avez dit tantôt, les parents parfois deviennent une entrave. Et ce qui n'est pas normal. Parce que le parent, quoi qu'il en soit, doit être un élément d'encouragement, doit aiguillonner l'enfant vers la réussite. Et c'est d'ailleurs l'objectif recherché. Parce que l'enfant ne peut atteindre son objectif à lui seul sans l'accompagnement de ses parents et de ses proches. Donc là, vous avez parlé de la télévision comme canal de diffusion pour l'éducation. Est-ce qu'au niveau de votre bureau, vous utilisez beaucoup, Madame Madi Gensa, les réseaux sociaux? Quels canaux de diffusion vous utilisez pour que l'information arrive aux concernés? En fait, nous utilisons plusieurs canaux. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout est question de personnalité. Certaines personnes seront peut-être plus à l'aise sur tout ce qui est numérique, audio notamment, le visuel. Et de plus en plus, nous sommes en train quand même de diversifier nos supports d'information. Nous faisons des capsules, vidéos, nous faisons également beaucoup dans l'image, mais également nous faisons des supports physiques quand même, comme des guides. Des guides de ce genre. Là, ça, c'est le guide études et formations après la classe de terminale. Il y en a également pour la classe de 3e, les 2 paliers. Il y a un guide également sur les métiers orientés vers les sciences et techniques. Il y a d'autres guides en projet qui sont actuellement en chantier. C'est le guide parents, effectivement, pour aider un peu les parents, les outiller un peu pour l'accompagnement justement du processus d'orientation de leurs enfants. Il y a un guide du chef d'établissement également qui est en cours, un guide des métiers du droit, un guide des métiers du pétrole et du gaz. Donc tous ces guides-là seront bientôt disponibles et consultables un peu dans les établissements publics. Ah, ils ne sont pas encore disponibles? Celui-là est disponible, de même que les guides sur les métiers scientifiques et techniques, de même que celui des études de formation après la classe de 3e. Ils sont disponibles où pour les élèves qui dans sont tous les centres académiques d'orientation scolaire et professionnelle, au niveau du CNOSP et dans certains établissements publics. Et ce n'est qu'en version physique, il n'y a pas de version numérique? Pour le moment, il n'y a pas de version numérique, il n'y a que la version physique qui existe. Oui, Raymond? Moi, je pense qu'il est en train de montrer quelque chose que j'avais déjà même préparé. Mais malheureusement, ceci, c'est pour la France. Ça veut dire que par rapport au guide au Sénégal, ça vient en retard. Raison pour laquelle je pense que le système éducatif sénégalais doit être revu par nos gouvernements, tant bien que mal qu'on est en train de continuer dans un système éducatif que la France même avait adopté depuis très longtemps. Donc je me dirais que pourquoi le gouvernement tarde à amener des aménagements, à réflexionner, à créer un nouveau système pour que tous les étudiants, tous les élèves puissent s'y épanouir. C'est très important, oui. Par rapport au guide, je pense que ça peut comme il l'a dit, ça peut être utile parce qu'il y a des personnes qui sont plus à l'aise dans le numérique, d'autres dans le physique. Mais je pense qu'aussi il faudrait qu'il y ait des contacts directs, qu'elles viennent en personne nous expliquer. Échanger. Oui, parce que des personnes comme moi, dès que je vois ce livre, le volume, voilà, donc première S. Voilà, donc j'aurais. Il n'y a pas beaucoup de temps pour voilà. Des lectures autres que les. Dès que je vois le volume, je me dis tout cela pour des préparations. Alors quand vous avez quelqu'un en face de vous, vous pouvez interagir, poser des questions, la personne vous répond. Est-ce que vous faites des caravanes au niveau des écoles, par exemple? Les caravanes sont faites. En fait, ce qu'il y a aussi lieu de faire, c'est vrai que le système peut-être doit travailler à certains points. C'est vrai, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait, ça il faut oser le dire. Mais il faut également dire que les élèves, de plus en plus également, n'aillent pas vers l'information. Ils sont un peu trop attentifs, ne sont pas très proactifs, comme le disait l'autre. Et donc, c'est important également que les élèves puissent aller vers l'information. Qu'il n'ait pas également la paresse de la lecture. C'est important. Ce guide, il est certes volumineux, mais il est concis. Il a l'air assez facile à digérer. Voilà, il y a une bibliographie. Tu es intéressé par quoi? Par une école de formation, par un métier. Et ça concerne l'avenir quand même. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très important. Voilà, par exemple, voilà, c'est assez bien structuré. On peut, si c'est une école qui nous intéresse, l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile, si on est intéressé par l'architecture, le design d'intérieur, le BTS,
AES et tu vois la page, tu vas consulter. En fait, c'est quand même assez bien structuré, qui fait que tu n'as pas besoin de lire tout le livre quand même, parce que tout le contenu, certainement tout le contenu ne vous intéresse pas, mais il y a une partie du contenu. Le professeur doit faire un devoir pendant lequel les élèves doivent réciter le guide, parce que c'est la première chose à faire au fait. Si vous Bah, c'est à toi qu'on va faire réciter le guide. Tu vas l'apprendre par cœur et en direct. Non, c'est primordial au fait. Et consulter, vous avez vu une chose, et qu'il y a certainement le guide n'est pas exhaustif aussi. On donne des orientations. Et puis même des le lire en diagonale. Voilà. Certaines notes. Après maintenant, s'il y a des questionnements, notez. Et maintenant, c'est le moment d'aller voir maintenant un conseiller pour l'interroger sur ce que vous avez vu et que vous n'avez peut-être pas bien compris, que vous n'avez pas bien saisi. Maintenant, je ne sais pas si le temps le permet, je voudrais quand même revenir assez rapidement sur certaines interpellations, notamment quand Mademoiselle disait tout à l'heure que les parents, en général, ils ont tendance à se dire non, c'est trop tôt de s'intéresser à ce qu'on va faire plus tard, ça va venir après le bac. Et c'est comme ça que les élèves, la majorité en tout cas des élèves, en arrivent à une situation plutôt angoissante au moment de faire le choix. Parce qu'effectivement, rien auparavant ne les y avait préparés. Et c'est pourquoi il est important, je reviens toujours sur la démarche de projet parce qu'il est très important. La démarche de projet, on entend juste par projet professionnel, c'est cette démarche-là, autonome, par laquelle l'étudiant ou l'élève fait un bilan du tout ou partie de ses compétences, qu'il choisit une cible professionnelle, qu'il fait une évaluation de ses compétences manquantes et qu'il puisse, le cas échéant, engager en tout cas un plan d'action pour pouvoir réduire le gap entre les compétences dont il aura besoin et les compétences qu'il a actuellement et qu'il doit nécessairement acquérir pour être bien préparé, bien outillé pour le marché de l'emploi. Autre chose également est vraie, la forme aujourd'hui du travail a beaucoup évolué. Il y a une dizaine d'années ou des dizaines d'années auparavant, une personne s'engageait dans un métier, dans une profession, avec le projet de l'exercer toute sa vie. Aujourd'hui, les contextes ont changé. Le monde du travail, nos économies actuelles sont de telle sorte qu'aujourd'hui, le métier a vie à voler en éclats. Il y a le chaos vocationnel qui également intervient. Il y a beaucoup de facteurs qui font aujourd'hui l'évolution rapide des technologies. Aujourd'hui, dicte que l'on change de paradigme. Aujourd'hui, le métier, c'est à la limite, c'est un peu identifiable au projet, à une mission. Et les économies actuelles, de la manière dont elles sont structurées, commandent aujourd'hui que l'on considère la carrière, qu'elle soit maintenant la carrière qu'on est en train de dérouler ou en tout cas qu'on envisage faire, comme, non pas comme un engagement à vie à un seul employeur, mais des services, la vente en fait de services et de compétences à une série d'employeurs. Et c'est pourquoi effectivement, quand il a parlé tout à l'heure de la notion d'adaptabilité, c'est important aujourd'hui. Et c'est pourquoi vous verrez que de plus en plus aujourd'hui même, on parle moins d'insertion, de trouver un travail, on parle de plus en plus aujourd'hui d'employabilité. Les paradigmes changent, les dynamiques également changent parce que le contexte, n'est-ce pas, socio-économique également est en train d'évoluer. Les réalités changent. Aujourd'hui, les caractéristiques qu'il faut par exemple pour être employable, et c'est ça qui est aujourd'hui prôné, parce que l'employabilité, ça peut recourir à la démarche qui va nous pousser aujourd'hui à trouver un emploi ou à entreprendre dans une activité professionnelle donnée, c'est effectivement avoir des caractéristiques qui peuvent se résumer en 3 dimensions. Peut-être, on peut dire aujourd'hui, c'est l'adaptabilité, c'est le capital social et humain qu'on a, cette facilité qu'on a à acquérir des réseaux, à l'entretenir, mais également l'identité professionnelle qui est importante, l'identité de carrière. C'est pourquoi il est important aujourd'hui que les jeunes puissent s'engager dans cette démarche de projet-là, afin d'être préparés, en tout cas, des compétences qu'il faut aujourd'hui acquérir, les compétences de demain, les compétences du milieu du travail qu'il faut acquérir et qui ne sont pas forcément peut-être aujourd'hui enseignées à l'école. Parce que par exemple, compétences, on parle de soft skills, de compétences douces, de compétences sociales, on parle également de compétences techniques, hard skills. Les hard skills, peut-être qu'ils sont enseignés à l'école, ils sont dans le programme. Mais il y a des compétences aujourd'hui qu'on doit pouvoir développer, que ce soit avec son entourage, avec des activités extrascolaires, mais même aujourd'hui avec Internet, il y a beaucoup de... Oui, mais en parlant justement de... Tout à l'heure, elle parlait de projets, de l'employabilité. Apparemment, au niveau de la faculté de lettres, il y a beaucoup de cas de chômage qui planent. Il y a des étudiants qui suivent par exemple des langues, d'autres suivent par exemple le portugais, l'allemand, et ainsi de suite.
après ils se retrouvent avec des difficultés parce que peut-être... Mais c'est quoi le projet? Est-ce que ces étudiants en allant en faculté de lettres ont un projet? C'est ça le problème. C'est ça le problème, ils n'ont pas de projet. Et surtout, l'élève qui entre en formation, qui entre dans une formation, en fait, en général, le jeune, il sait qu'il vient chercher un diplôme et que ce diplôme devrait lui être utile pour trouver un emploi. Mais ce qu'il ne prend pas toujours en compte, et ça c'est presque général, c'est que la formation est également destinée à lui faire acquérir des compétences. La notion de compétence, je reviens de plus en plus à ça, parce qu'on c'est un peu aujourd'hui ce qu'il faut prôner et ce qu'il faut surtout développer. Il vient chercher des compétences, mais également la formation lui offre une période de préparation, de préparer son insertion. Mais très souvent, ils ne sont pas dans cette dynamique. Et effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de projet, c'est ce fait également qui nourrit le fait qu'il n'y a pas forcément toujours, le lien n'est pas forcément toujours établi entre ce qu'on apprend, les connaissances théoriques qu'on apprend à l'école et ce qu'on est appelé aujourd'hui, demain à faire dans le milieu professionnel et suivant la profession qu'on a choisi de faire. Effectivement, la nécessité de faire ce lien maintenant, c'est le moteur même de la motivation. C'est ça qui va nous motiver et qui va nous permettre quand même de pouvoir, à un certain niveau, jusqu'à un certain niveau, pouvoir personnaliser la formation, mais également pouvoir trouver un engagement beaucoup plus fort dans ce qu'on est en train de faire. Parce que la notion, le sentiment d'utilité de ce qu'on est en train de faire et de ce qu'on fera plus tard, c'est important. Et c'est ça qui nourrit effectivement l'action, qui est à la base, on va dire, de la motivation qui est nécessaire. Et ce qu'il n'y a pas de lien, c'est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'étudiants, par exemple, avec les concours qu'il y a au niveau des universités. Bon, qu'un étudiant puisse dire « je veux porter la tenue », passe le concours de la douane et de la police, ça va encore. Mais il y a des étudiants qui vont vous passer le concours de la douane, le concours de la police, le concours de l'école vétérinaire, le concours de l'école des bibliothécaires. C'est-à-dire, ils peuvent vous passer 10 concours qui n'ont aucun lien. Donc, ça prouve vraiment qu'après le bac, justement, ils n'ont aucun projet. Donc, n'attends pas après le bac pour faire ton choix. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut faire des recherches, que le conseiller d'orientation soit là ou pas. L'information existe parce qu'aujourd'hui, grâce à Mme Madji Gensa, on a vu qu'il y a beaucoup d'outils qui sont à la portée. Donc, si l'information ne vient pas à vous, il faut peut-être que les étudiants, eux, se lèvent et aillent parce que c'est un choix qui va vous suivre toute votre vie. Donc, l'information est là, elle existe. Peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée au niveau de vos écoles, mais allez chercher l'information. Elle est importante et surtout la source également. Là, on va chercher l'information. Aujourd'hui, il y a un flux très important d'informations grâce à Internet, tonton Google. Et il faut également dire que tout ce que nous donne tonton Google n'est pas bon à prendre, n'est pas bon à consommer. L'information, elle est importante. La manière dont on va l'acquérir, la manière dont on va la traiter, la manière également et l'usage qu'on va faire de l'information, c'est important. Et en général, l'information sur le net, elle est ce qu'elle est, elle est anarchique, elle n'est pas organisée, elle n'est pas structurée. Elle n'est pas structurée, donc il faut faire le tri. En tout cas, merci beaucoup pour ce plateau, c'était magnifique. On va terminer le plateau en faisant le tour et on va commencer par Harvey Spencer. J'espère, c'est quoi le plan B? Si les études en droit, ça ne fonctionne pas, quel est le plan B? Est-ce qu'il y a un plan B? Bon, forcément, tout être humain a un plan B, étant donné que nous sommes au Sénégal. Raison pour laquelle, si mes études en droit ne passent pas, je pense que je vais me convertir en un certain journalisme pour être un journaliste. Mais au fait, même pour être journaliste, ça veut dire quoi? Je vais revenir en bas de l'échelle, perdre des années, perdre de l'argent. Ça, c'est toujours un problème. Donc, je dirais que nos gouverneurs, ceux qui dirigent le pays, devraient encore revoir le système éducatif. Très bien. Khadija, après avoir écouté Mme Madji Gensa, quelles sont vos résolutions? Est-ce que vous allez commencer à prendre votre destin en main et faire des recherches pour savoir ce que vous voulez faire après le bac? C'est déjà le cas, j'ai déjà commencé les recherches, mais il faut juste qu'il y ait plus d'informations parce que, par exemple, ce guide, si je n'étais pas là aujourd'hui, je ne saurais pas que ça existe. Et je ne suis pas la seule. Aujourd'hui, ce matin, dans la classe, j'ai posé la question après le bac. Et tout le monde me dit, qu'est-ce qu'il y a après le bac? Quels sont les C'est le début, c'est pas la fin. C'est-à-dire, on a lu, on pense que c'est la fin, c'est le début. Et le choix est très important parce que ça va impacter toute votre vie. Voilà, donc il n'y a pas assez d'informations. On ne sait pas quels sont les différents types de métiers qui existent déjà. Donc, il n'y a que médecins, avocats, informaticiens. Il y a une petite liste de métiers qu'on connaît. Alors qu'il en existe des milliers. Voilà.
Donc, il faut juste qu'il y ait plus d'informations, qu'on ait plus de guides qui viennent nous parler un peu de post-bac, pré-bac, et pour qu'on puisse mieux se préparer. Madame Madjiguène, il faut aller à Seydou Nourou Tall. Ça fait 3 fois qu'elle dit il faut venir, on veut de l'information, il faut venir. Allez faire une caravane à Seydou Nourou Tall d'urgence. Oui, Djibril. Voilà, moi je vais m'inscrire dans cette dynamique de vraiment revenir sur je vais revenir vers toutes ces personnes qui souhaitent s'insérer dans le milieu professionnel, de savoir que le milieu professionnel n'est plus maintenant une panacée. Donc ce qu'il faut, c'est d'adapter son projet professionnel par rapport à son vœu, parce qu'aujourd'hui, le monde du travail n'est plus un monde qui vit dans l'inertie. Ça bouge, ça tourne parce que la mue s'impose. Et quand la mue s'impose, nous sommes obligés d'être beaucoup plus proactifs pour accompagner la mue afin de vouloir faire ce que nous voulons faire. Parce qu'en réalité, le changement étant un choc qui n'est pas facile à accepter, on doit donc se conformer au changement et adapter notre projet par rapport à les compétences que nous avons, par rapport aux aptitudes que nous recevons à travers les enseignements reçus. Dissertation de philosophie. Prochain sujet au bac. Et vous, Madame Madjiguène, quel conseil vous pourriez, le dernier conseil, parce que vous en avez vraiment donné beaucoup, quel conseil vous pourriez vraiment donner aux étudiants qui sont sur le point de passer leur bac pour le choix de leur orientation? Voilà, c'est en tout cas de commencer le plus tôt possible la réflexion. Le plus tôt on commence, le mieux, en tout cas, on fera le choix et mieux on pourra être préparé. Et aussi, les possibles, ils seront aussi beaucoup plus larges, beaucoup plus diversifiés. Et donc, c'est important que les jeunes puissent aller vers l'information. C'est important qu'ils puissent également rencontrer les professionnels de l'orientation scolaire et professionnelle, qui sont des psychologues qui sont formés pour ça et qui ont assez en tout cas, de rudiments, d'outils, parce que également l'orientation scolaire et professionnelle, c'est pas seulement de l'information, c'est pas seulement un entretien, c'est également parfois des outils psychotechniques aux besoins, des questionnaires d'intérêt, de motivation, de personnalité, etc. Et en général, en fonction de la demande, effectivement, des outils peuvent être mobilisés, en plus des compétences qui sont là, théoriques et techniques, pour pouvoir apporter de l'aide aux élèves, en tout cas, qui sont en train de chercher une orientation. Commencer le plus tôt possible la réflexion et surtout ne jamais en fait avoir une capacité de résilience. C'est important de pouvoir rebondir malgré les difficultés, malgré les obstacles, parce que les obstacles, il en existera toujours. Que ce soit à l'Université virtuelle du Sénégal, que ce soit à l'UCAD ou à l'UGB ou dans une école privée. Ce n'est pas rose. Dans aucune université. Toutes les universités ont leur lot de difficultés, de problèmes. Les élèves qui sont là-bas essaient tant bien que mal de surmonter et donc de trouver en tout cas des voies et moyens pour pouvoir sortir leur épingle du jeu. Et ne jamais avoir également un seul plan, il faut toujours avoir un plan B. Parce que voilà, il y a des choses aujourd'hui qu'on ne peut pas prévoir. On est dans un monde tellement imprévisible. Le monde économique est devenu si turbulent, j'allais dire, si indécis, si incertain, que franchement, le plus on diversifie les possibles, et le mieux en tout cas, on pourra trouver aujourd'hui, on pourra tirer son épingle du jeu. Très bien. Bamba. Je vous offre les guides. Et vous allez le lire. Donc je disais tout à l'heure que le débat était éducatif. Et tant qu'on s'accorde sur l'éducation, c'est bien. C'est vrai qu'au début, on avait une panoplie de questions, mais tout a été répondu. Je dirais aux parents aussi de continuer de rêver et de faire rêver aux enfants, que les enfants aussi puissent continuer de lire davantage. Et c'est ce qui nous permettra bien sûr de partager ce guide-là, tel qu'on partage nos vidéos sur les réseaux sociaux comme WhatsApp et autres. Et qu'il faut dire aussi à Khadija d'être pressé, que personne ne te barre la route, il faut être pressé maintenant. Et qu'il y ait beaucoup plus de psychologues conseillers au niveau des établissements, parce que les élèves en ont besoin. Oui, ils en ont vraiment besoin. Voilà Anita, j'encourage fortement à nos téléspectateurs et aux internautes de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Apple Store, Play Store, ainsi que sur tous les bouquets IPTV du monde, Télé-École. Ben oui, Télé-École est vue et suivie à travers le monde entier. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été vraiment un immense plaisir de partager ce plateau avec vous, oui, pour ce premier numéro. Donc, on se donne rendez-vous le mois prochain pour le plateau numéro 2.
de la grande question de l'éducation. Merci.